Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais aborder le sujet de l'endométriose. L'endométriose touche 10% des femmes en âge de procréer à l'échelle mondiale, ce qui représente environ 190 millions de personnes. Il s'agit du développement du tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Cette action va entraîner des douleurs aiguës dans le bassin et entraîner des difficultés pour tomber enceinte. Les symptômes peuvent apparaître lors des premières règles et durer jusqu'à la ménopause. On ne connaît pas trop les causes et les traitements sont limités et causent beaucoup d'effets secondaires. Le traitement entraîne souvent des opérations chirurgicales pour enlever les morceaux de muqueuse utérine en dehors de la cavité utérine. Dès lors, les recherches de traitement montrent que les études financées par les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas trouvé de molécules pour guérir. Mais côté traitement non médicamenteux, ça évolue. En effet, des études épidémiologiques, c'est-à-dire comparer une population en bonne santé et une population malade au travers de l'alimentation, le mode de vie et l'exposition aux polluants ont été effectuées. En 2012, l'étude The Endo Study est sortie. Les chercheurs ont conclu que la maladie est acquise après la naissance et non in utero. En continuation, ils ont étudié sur la voie de l'exposition aux polluants et ont trouvé les effets suivants. L'exposition aux composants perfluorés comme les PFOA ou les PFNA augmente les risques d'endométriose de 99%. Ces composants sont utilisés dans l'industrie pour les surfaces anti-adhésives, par exemple les ustensiles de cuisine, les poêles, mais aussi imperméables avec des produits nettoyants et les emballages plats préparés. L'exposition au lindane, c'est un insecticide, augmente les risques de 27%. L'exposition au phtalate MEHP augmente les risques d'endométriose de 70%. C'est utilisé lors de la fabrication du plastique du type PVC. L'exposition aux pesticides augmente les risques de 30 à 70% selon les profils. L'exposition au BCHC, c'est un composé du lindane, augmente les risques de 72% et 150% d'endométriose localisée aux ovaires. En 2014, des chercheurs en gynéco et génétique ont montré que la maladie s'accompagne de modifications génétiques. C'est l'environnement qui provoque la mutation de l'ADN. Il faut donc dépolluer son organisme en adoptant des modifications de son mode de vie. Par exemple, tu peux jeter toutes les poêles qui sont trop rayées, fuir les emballages plastiques comme les fast-food, les pizzas, les pop-corn, tous ces trucs-là, on évite au maximum. En complément, faire la poussière et aérer ta maison fera diminuer les risques. Par la suite, il faut éviter les insecticides parce qu'ils se propagent tout simplement dans l'air. Concernant l'alimentation, il est préférable d'acheter des fruits et des légumes issus de l'agriculture biologique car les pesticides contaminent les sols et les nappes phréatiques. Même les bio en contiennent, mais beaucoup moins. L'agence sanitaire a fixé un taux maximum de sécurité pour la teneur en phtalate dans les eaux de boisson à 6 ppm. Au-delà de ce taux, l'eau est déclarée impropre à la consommation. De ce fait, les chercheurs ont même trouvé que la concentration dans le lait de vache était de 12 000 ppm. Pire encore, dans les fromages et les crèmes glacées, ce taux atteint les 200 000 ppm. Il faut donc éviter les produits laitiers si on souffre d'endométriose. Par la suite, il faut aussi éviter les contenants en plastique, sauf les bouteilles d'eau qui généralement sont faites en PET, le PET. En gros, c'est un plastique qui ne rejette pas de produits toxiques. Attention également aux fontaines à eau dans les entreprises parce qu'elles sont riches en produits toxiques et notamment du bisphénol A. Ce dernier est utilisé dans les boîtes de conserve parce que c'est un antioxydant qui est très puissant pour le faire et qui évite justement de le faire rouiller. Mais rassure-toi, il a été banni en 2015 des contenants. Et au-delà de ça, les phtalates permettent justement au plastique d'être plus souple. Pour fabriquer les plastiques, il y a un code d'identification des résines. On le retrouve sur les plastiques avec un chiffre à l'intérieur d'un triangle, tu as sûrement déjà dû voir ça, qui va de 1 à 7. Les chiffres 3, 6 et 7 contiennent eux des BPA, des BPS et aussi des phtalates. Les autres chiffres, eux, n'ont pas de problème. Dans ces cas-là, il vaut mieux privilégier les contenants destinés aux campeurs, qui sont faits en inox ou en aluminium et ne libèrent pas de substances chimiques comparées au plastique. Une étude a même montré que ceux qui consommaient des aliments emballés dans du papier avaient des taux de BPA dans le sang élevés. Il est en fait stocké dans les matières grasses animales comme la viande, le beurre ou les produits laitiers. Il faudrait dans ces cas-là privilégier les matières grasses d'origine végétale et éviter les matières grasses d'origine animale. A contrario, la viande rouge, elle, augmente les risques car elle contient du fer d'après une étude effectuée à Nara au Japon. Ils ont pu observer que certains gènes qui augmentent les risques d'endométriose sont les mêmes qui contrôlent les mouvements et le stockage du fer dans l'organisme. Ce dernier est nécessaire à petite dose, mais attention parce qu'il devient vite oxydant si tu consommes trop. L'oxydation provoque la destruction des cellules et accélère également le vieillissement. Il oxyde les protéines, les lipides et l'ADN, ce qui augmente le développement des lésions de l'endométriose. De ce fait, les personnes qui présentent un taux de fer élevé sont plus sujettes à développer des cancers ou des maladies inflammatoires. Il faut donc limiter sa consommation de viande rouge dans ce cas précis. Par la suite, il faut faire attention aux multivitamines. Ne jamais acheter ceux avec du fer car il est présent à l'état libre et il est très réactif et beaucoup plus toxique que le fer des aliments. Également une hypothèse sur les carences en vitamine D, comme quoi ça augmenterait aussi les risques d'endométriose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'études sur le sujet.
Le CGC, c'est l'épigalo-catéchine galate, est le flavonoïde le plus abondant dans le thé vert. Il a des propriétés antioxydantes, mais joue aussi sur le récepteur aux estrogènes et module son action. Plusieurs équipes en ont administré à des souris qui étaient malades et ont conclu que cela ralentit, voire bloque la progression de la maladie. Le problème, c'est qu'il s'agit de souris. Donc c'est pour ça qu'il y a une autre équipe de chercheurs égyptiens qui a essayé de mettre ça en place sur des femmes ayant des fibromes utérins. C'est proche de l'endométriose et ça dépend des hormones. Le groupe 1, composé de 11 femmes, a reçu un placebo, et le groupe 2, composé de 22 femmes, a reçu un extrait de thé vert de 800 mg composé à 45% de CGC. Résultat, 4 mois plus tard, le groupe 1 a vu le volume de fibromes augmenter de 24,3% et le groupe 2 l'a vu diminuer de 32,6%. On peut donc constater des effets positifs de l'ECGC, mais il faut faire attention parce qu'il peut vite devenir toxique pour le foie. En effet, il peut entraîner des lésions hépatiques si la consommation de thé est trop élevée ou dépasse 800 mg de CGC par jour. Une étude de 2012 a porté sur 207 femmes souffrant d'endométriose. Ils ont mis en place un régime sans gluten. Conclusion, 75% des participantes souffraient beaucoup moins de douleurs de l'endométriose. Le reste n'a pas vu de différence, mais aucune n'a vu de douleur empirer. Une étude en 2021 a porté sur les vertus de l'ail sur l'endométriose. Ils ont comparé 4 différentes douleurs, des douleurs au niveau du dos, lors des rapports sexuels, lors des menstruations et au niveau de la zone pelvienne. Ils ont alors séparé 120 femmes en 2 groupes de 60. Un groupe a reçu un placebo et l'autre groupe a reçu de l'ail en gélule dosé à 400 mg d'ail séché. Ils ont demandé à ces femmes-là d'auto-évaluer leur douleur sur une échelle de 1 à 10 avec le protocole VAS. Avant la prise de l'ail, le score était de 6 ou 7. Toutes catégories confondues et les douleurs ressenties étaient mesurées à chaque fin de mois. Résultat, le groupe placebo n'a eu aucun changement, par contre le groupe supplémenté a eu les changements suivants. Douleur pelvienne passant à 2,33 avec une diminution de 4,82 points. Douleur lors de rapports sexuels passant à 1,46 avec une diminution de 4,67 points. Douleur de dos passant à 1,65 avec une diminution de 4,41 points. Douleur lors des menstruations passant à 1,90 avec une diminution de 4,81 points. L'ail module l'inflammation par son action sur la suppression de la production de cytokines pro-inflammatoires et augmente la production de l'interleukine 10 anti-inflammatoire. Sur l'endométriose, on lui attache des propriétés diminuant la prolifération des cellules endométriales en diminuant l'action des protéines responsables de la migration et des métastases. En complément, il diminue également la matière grasse viscérale et possède une action hépatoprotectrice. Le stress oxydatif représente l'ensemble des agressions causées par les molécules dérivant de l'oxygène aux cellules. Les OSC, qui sont des composés organosulfurés des aillacées, sont responsables de l'odeur et du fameux goût de l'ail. Ils ont une bioactivité antioxydante, antibactérienne et anticancérigène. De ce fait, l'ingestion de tête d'ail a montré une diminution des marqueurs de l'oxydation dans le plasma et a augmenté l'activité des enzymes antioxydantes comme le superoxyde dismutase, le glutathion peroxydase et le catalase chez les personnes âgées. Il est une source de L-acétylcystéine qui a aussi une action antioxydante directe et rentre dans la composition du glutathion. C'est un autre antioxydant qui est produit par notre organisme. Ensuite, on va voir les OGS qui sont les dérivés soufrés de l'ail. Ces derniers diminuent la production de prostaglandine par diminution des sécrétions d'hormones de croissance VEGF et VEGF-R2. La VEGF, c'est une protéine qui est responsable de la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Elle empêche la prolifération de nouvelles cellules ectopiques. En gros, c'est des cellules qui se développent en dehors de leur localisation habituelle. Cette dernière diminue la production de cytokines inflammatoires en empêchant la propagation de l'inflammation et des prostaglandines. L'ail, par ces deux actions, va alors empêcher les cellules ectopiques de s'auto-multiplier et s'auto-stimuler, ce qui va donc réduire les inflammations. Pour revenir aux OGS, ils stimulent la production de glutathion dans le foie, qui est primordial dans les phases 1 et 2 de détoxification. Les estrogènes sont transformés puis conjugués à la bile, et les métabolites des estrogènes sont alors stockés et éliminés par le foie, puis la vésicule biliaire lors de la digestion avant d'être excrétés par les selles. A noter qu'une dysbiose ou une constipation peut altérer cette expression. L'ail contient de l'inuline et des oligofructosaccharides qui ont un effet prébiotique bénéfique sur le microbiote. Ce fait, il stimule le développement des bactéries de la famille des bifidobactéries et va diminuer la production des bactéries de la famille des Clostridium, qui sont généralement connues pour générer des toxines chez les animaux, changer la composition du microbiote. Pour creuser un petit peu plus, certaines bactéries vont produire une enzyme qu'on appelle la bêta-glucuronidase. Son action dans l'intestin va être de déconjuguer les estrogènes et les réactiver. Les estrogènes pourraient donc en partie être une cause des douleurs ressenties par les femmes qui souffrent d'endométriose. Par ailleurs, il ne faut pas consommer d'ail si on souffre de porphyrie ou si on fait une chirurgie une semaine à l'avance, car il a des propriétés anticoagulantes. En revanche, si tu vas voir les bénéfices, privilégie plutôt l'ail cru frais et bio
plutôt que cuit parce que sinon il va perdre tous ses bénéfices. Tout à fait possible de commencer par exemple à consommer une demi-gousse d'ail chaque jour, d'observer un petit peu ce que ça fait sur le corps parce qu'encore une fois c'est propre à chacun. Les gélules d'ail sont également disponibles sur le marché. Veille à prendre un ail qui sent l'ail avec, comme on a dit précédemment dans la vidéo, des composants soufrés qui a un effet secondaire sur la laine. Et oui, c'est pas très top, mais bon, ça fait effet. Attention à l'ail noir qui n'a aucun effet thérapeutique. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère en tout cas que tu auras appris certaines choses. Si tu connais quelqu'un qui souffre d'endométriose, n'hésite pas à lui recommander cette vidéo. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo, revenir un peu en arrière si jamais il y a des choses que tu n'as pas compris, parce que comme tu le sais, j'aime bien pousser les choses un petit peu à l'extrême, mais au moins c'est pour te donner un maximum d'informations sur le sujet. Bien évidemment, tous les conseils que je te donne dans cette vidéo sont à tester sur toi. C'est possible que ça fonctionne, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Ne vois pas que l'aspect court terme, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne sur le moyen voire le long terme. Observe, teste et tire-en tes propres conclusions. N'oublie pas de t'abonner, liker, me mettre en commentaire ce que tu en as pensé et moi je te dis affaire à suivre.